Merci d'être venus si nombreux au rendez-vous littéraire du Pouce-Papier. Merci à tous d'être là. Et merci Monica d'être venue jusqu'à nous pour nous parler de votre merveilleux livre, La vie clandestine, qui est un livre qui nous a bouleversés, Nicolas et moi, un livre très étonnant, d'une écriture resserrée, et un livre à la fois sur la grande histoire, fait quelque part, donc la grande histoire du XXe siècle, avec l'histoire de l'action directe, on parle à nous tous, là, de notre génération, et un croisement avec votre histoire à vous, histoire intime. C'est un livre sur la violence, sur la clandestinité, et c'est un livre magnifique sur le remords, le regret. Voilà. J'en dirai pas plus parce que c'est vraiment un livre magnifique. Voilà, et je vais vous laisser parler. Et je vous rappelle la prochaine rencontre, donc avec Alain Mabancou, donc Pistoile, dans 15 jours, le 30 novembre. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Je vais faire un peu de balance. D'accord. Merci. Depuis longtemps. Et effectivement, ce livre a été un grand coup de cœur. C'est un des grands romans de la rentrée. Hein, il faut le redire malgré la presse dithyrambique que vous avez eue au début, on en parlait tout à l'heure. C'est un roman qui est effectivement, comme le disait Catherine, nous plonge dans la mémoire et dans l'inconscient des années 80, des antérieures, des années 70 aussi, qui évoque une partie de notre histoire, mais est-ce que ça a réellement marqué l'histoire? On parlera tout à l'heure. Aussi, ce livre est aussi une interrogation finalement sur la façon dont le roman peut aborder l'histoire, peut reconstituer, chercher une vérité, en tout cas, de ce qui s'est passé, ou la réinventer. Et cette réalité, évidemment, rencontre une autre réalité qui est plus intime, qui est la réalité de l'auteur, ou en tout cas de la narratrice. Et bon, c'est un roman qui est extrêmement riche, extrêmement foisonnant, et alors je dois m'excuser d'avance des multiples impasses que nous devrons faire, parce que c'est tellement riche et tellement fourni, mais évidemment ça vous réservera beaucoup de surprises de lecture, et vous verrez, il y a 5 parties dans ce livre, et plus on avance dans les 5 parties, plus ça devient intense et plus on est pris par cette histoire. Donc, pour ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas, vous n'aurez pas encore lu vos livres, j'ai une première question, c'est que j'avais regardé votre bibliographie, en fait. Vous avez publié déjà 2 premiers romans, le roman de Lily et Jungle dans les débuts des années 2000, 2002 ou 2005, je pense. Ensuite, nous avons une interruption dans votre production romanesque. Puis, cela reprend avec Tout cela n'a rien à voir avec moi en 2013, qui est un prix, je crois, Grand Montana également, qui ont rencontré beaucoup de public, Summer et Eden en 2019. Et il y a donc là deux mouvements, en tout cas dans votre production romanesque. Et je me suis demandé, en lisant la vie clandestine, si celui-ci n'engageait pas un nouveau départ, ou si ça n'était pas un livre un peu à part par rapport à ce que vous aviez déjà fait. Alors déjà, je voulais vous remercier pour votre invitation. Merci à tous d'être là, ça me touche vraiment. C'est vrai que c'est un livre particulier. Moi, ce que m'ont dit les lecteurs qui connaissent mon travail, c'est que tous mes livres précédents sont à l'intérieur de celui-là. C'est-à-dire que
ce que j'abordais par la voie de la fiction ou sur la pointe des pieds concernant mon histoire, là, j'y suis allée de façon beaucoup plus frontale. Et ce n'était d'ailleurs absolument pas prévu, puisque j'avais l'intention d'écrire le livre le plus éloigné de moi possible. Et finalement, j'ai écrit le livre le plus proche de moi, le plus intime, le plus personnel. Je pense qu'il est à la fois, il clôt un cycle et il en ouvre un à la fois. C'est-à-dire que j'ai déposé quelque chose comme une pierre qui a été polie pendant des années, que voilà, j'étais dans mes premiers livres, tout cela n'a rien à voir avec moi, j'avais déposé un petit caillou, et là, j'ai déposé vraiment la pierre. Donc quelque chose s'achève, et à la fois, peut-être que dans cette forme plus directe, plus intime, s'ouvre également un autre cycle qui risque de se construire de cette façon-là. Voilà. Ce livre, donc je le disais tout à l'heure, est en 5 parties, mais il s'ouvre par un prologue très, très important dans lequel beaucoup de choses sont dites et sur lequel j'ai quelques questions à vous poser. La première chose qu'il faut dire, c'est que le prologue, c'est prologos, quoi, c'est-à-dire, c'est avant le discours, quoi, c'est ce qui vient avant le prologue du roman, c'est ce qui vient avant le roman proprement dit, en tout cas ce qui le précède, et ça peut s'entendre ici de deux façons, puisque vous racontez que vous cherchiez une idée un thème de roman, que vous vouliez faire un roman différent, plus facile peut-être, et vous étiez à la recherche d'une enquête. Et donc cette enquête va vous mener par hasard à l'assassinat de Georges Besse en 1986 par action directe. Vous avez commencé à faire des recherches là-dessus. Et dès le début, je me suis demandé si ce roman, en fait, ne contient pas, dès le début, 3 romans, c'est-à-dire le roman d'action directe, le roman de la narratrice qui va être amenée à interroger sa vie, et le roman du roman, puisque finalement l'écriture du roman nous est racontée ou est interrogée en même temps que nous le lisons. Oui, c'est vrai, dès le départ, il y a cette étrange tresse qui se noue, c'est-à-dire action directe, donc le meurtre de Georges Besse, comme vous le disiez, en particulier par Joël Aubron et Nathalie Ménigon en 1986, qui est donc cette affaire qui me saisit. Je me demande comment 2 jeunes femmes qui ont moins de 30 ans peuvent attendre un grand patron sur un banc et l'abattre de son froid, ça me paraît insensé, surtout en 1986, pardon. Ensuite, il y a ma mémoire, quelque chose qui frémit immédiatement. Je ne m'en rends pas forcément compte, mais des souvenirs remontent à la surface. Et puis, il y a le roman qui s'écrit. Et c'est vrai que j'ai goûté à une réelle liberté dans l'écriture de ce livre, c'est-à-dire que l'auteur souvent décide en amont de la voie qu'il va prendre, il se pose les questions, il y a plusieurs voies qui sont à lui, il en prend une. Moi, c'est comme si j'allais tête baissée, hantée par mon sujet, ne sachant absolument pas où je vais, mais y allant à toute vitesse, et les fausses routes, les chemins de traverse, le doute, le roman qui s'écrit, je l'ai exprimé. Et ça donne une liberté et des possibles que j'ai trouvé d'un point de vue littéraire extrêmement intéressant. Alors, est-ce que vous accepteriez de nous lire un passage qui est le tout début de ce prologue, qu'on peut prendre par exemple ici, s'arrêter là si vous voulez, et sur lequel j'aurais quelques questions liées. Je ne sais plus comment cela a commencé. Comment j'en suis arrivée à commander sur eBay, moyennant la somme de 60 €, une buse naturalisée avec une queue tordue, juchée sur une branche. À cette époque, je passais mes soirées à regarder des photos d'oiseaux empaillés sur Internet, en me demandant s'il valait mieux m'offrir une mouette, rare, précisait l'annonce, ou un pélican, hors de prix.
Je faisais défiler les spécimens, fixés sur des socles, posés sur un des tapis de fougères, penchés en avant l'air curieux, un lézard dans le bec, en diorama perché sur un faux arbre. Je renouais avec la vie sauvage. Par ailleurs, j'avais des ennuis domestiques. La semaine précédente, le robinet de la cuisine m'était resté dans la main. Puis ma lampe de chevet avait explosé. En faisant la vaisselle dans le lavabo de la salle de bain, ou immobile dans la pénombre, il me semblait qu'une force obscure était à l'œuvre. Lorsque la cuisine d'un appartement dans l'immeuble d'en face avait brûlé, les enfants et moi avions contemplé les nuages de fumée dans le ciel, de plus en plus noirs. Il m'avait demandé si, d'une façon ou d'une autre, cette série de catastrophes pouvait être notre faute. J'avais ri, mais au fond, ils avaient peut-être mis le doigt sur quelque chose. Quand je le croisais devant la boîte aux lettres, mon voisin m'invectivait. « Cessez de faire du bruit infernal entre minuit et 2 heures du matin. Que déplacez-vous au-dessus de ma tête, bon Dieu? Des globes de pierre ?» Je ne me couchais jamais après 22 heures. Voilà, merci beaucoup. On retrouve les blocs de pierre dont vous parliez tout à l'heure en introduction. D'abord, deux petites remarques avant de parler de cette bûche qui m'intrigue beaucoup. D'abord, le bruit infernal dont parle le voisin et qui nous laisse quand même penser, bruit infernal, le mot infernal, l'enfer, qui se passe la nuit, on ne sait pas trop comment, ça nous évoque quand même une présence fantomatique qui va peut-être dominer ce livre. Et quant aux catastrophes domestiques, notamment des problèmes aquatiques, des problèmes d'eau, c'est un élément d'abord qu'on retrouve souvent dans votre livre, et je me suis demandé ce que ça pouvait bien dire, ce que c'était que cette histoire d'accidents domestiques, notamment d'eau, dont les enfants demandent qu'est-ce qu'on a fait, est-ce de notre faute? Et je me demande si c'est pas le symbole du fait qu'à ce moment-là, elle a le sentiment que sa vie prend un bout. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous avez la même sensation, mais moi, il me semble que des accidents domestiques surgissent au moment même où je suis très troublée ou en problème. Mon appartement me renvoie l'image de mon état intérieur. Et là, genre, il pleut dans mon salon, et je vois des gens qui acquiescent, qui ont donc déjà connu ça. Alors, il y a l'eau, et il se pleuvait dans mon salon, mais des chutes d'eau. Je vous assure, c'était déroutant. Et je mettais des casseroles, et hop, ça surgissait ailleurs, et moi, je prenais l'eau. Mais j'en ai pas parlé dans ce roman-là, mais j'ai un animal qui surgit dans les moments les plus graves. Ouais. Un animal qui me terrifie, qui est le cafard. Le cafard, il se met sur mon lavabo, par exemple, et il me nargue. Il me regarde droit dans les yeux avec ses grandes antennes. En général, il est géant, quoi. C'est l'empereur des cafards. Il vient de me dire, okay, là, ta vie, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, et c'est moi le maître. Voilà. D'accord. Bon. Et alors, j'ai été intrigué évidemment à la première lecture par cette histoire de bus, parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle cherche à tout prix des bus en plus empaillés? Alors, empaillés, c'est la première chose qui m'a fait, parce que un oiseau empaillé, c'est la négation de l'oiseau, puisque l'oiseau est fait pour voler, pour être libre, pour être vivant, et donc pourquoi un oiseau empaillé? Bon, ensuite, c'est un oiseau de proie, mais alors on peut se demander, en lisant le livre, mais finalement, qui est la proie? Qui est-elle la proie? Et, alors ça c'est un peu pas du café du commerce, mais c'est vrai que la buse est réputée pour son peu d'intelligence, on dit toujours peut-être une bûche, pourquoi. Mais en attendant, cette buse, il y a une scène d'enfance que vous rapportez où la buse choisit la petite fille, c'est-à-dire il y a un spectacle avec des repas, des choses comme ça. La buse dévie de son parcours et vient se poser sur la tête de la petite fille
comme si elle l'avait choisi, et surtout comme si elle l'avait reconnu, comme si l'animal voyait en elle quelque chose que les autres ne voient pas. Or, les rapaces voient la nuit, les rapaces voient la chouette, c'est le symbole de la sagesse, parce que c'est elle qui voit ce que les autres ne voient pas. Donc la buse, ce qui me plaît dans la buse, c'est que c'est à la fois effectivement un oiseau de proie, donc majestueux, puissant, sauvage, mais c'est aussi la buse, bête comme une buse, banale, il n'a pas des couleurs extrêmement flamboyantes, c'est pas le plus somptueux des rapaces. Et ça m'allait bien, parce que moi je suis une espionne timide et maladroite. Donc cette buse, c'était comme un autre moi-même. Et le fait que quand je suis petite, une buse se pose sur ma tête, c'est une double symbolique. C'est à la fois un sacre, comme si j'étais élue, et on peut aussi le voir comme une sorte de damnation. Il y a aussi quelque chose où les êtres de la nuit me reconnaissent parce qu'ils viennent d'un endroit souterrain, d'un lieu souterrain où des choses sombres ont lieu. Donc quand je dis c'est que ces cerfs dans mes cheveux sont à la fois une morsure et un baiser. Et je pense que c'est tout ce fil qui est également celui du livre, qui est entre la douceur et la violence, entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière. Il y a cette espèce je suis une équilibriste qui me promène sur cette corde. Et la dernière chose, outre le fait que, d'un point de vue sonore, la buse, on peut se dire aussi de qui abuse-t-elle? Est-ce que la buse abuse? Ah oui, non, ça a un rapport avec la suite. Ça travaille, Nicolas. Et la dernière chose que j'avais notée, alors là tout à fait par hasard, mais alors j'ai eu comme une illumination, où j'ai trouvé ça, vous allez me dire, c'est que souvent on confond la buse avec un autre oiseau, qui est quoi? Le milan noir. Le milan. Mais non, vous êtes trop fort. Parce qu'elle est née à Milan. Trop et fort. il y a toute une partie du roman qui se passe à Milan et qui était très importante. Et je me suis dit, mais c'est pour ça qu'il y a la buse, c'est parce que la buse c'est le Milan. Et en plus, Milan noir. Oui, C'est trop beau. Vous êtes très très fort. Et je vois que vous êtes un peu spécialiste ornithologie. Parce que je cherchais une photo de bus pour me représenter. Voilà, franchement, c'est un peu la classe. Bon, et ben, bon. Et alors, dernière chose, il y a avant de lire un nouvel extrait, il y a dans cette période du début du roman, une thésarde qui vous téléphone parce qu'elle cherche à rentrer en contact avec votre père, dont elle ne peut pas savoir qu'il est décédé et qui a écrit un livre, enfin bon, sur lequel elle voulait l'interroger. La présence de cette thésarde introduit le personnage du père, enfin la présence du père, et le coup de fil que vous donnez à votre frère introduit une autre considération, c'est-à-dire que vous avez avec lui une conversation qui tient, parce que le frère est toujours là, il commande beaucoup pendant le livre, il est à la fois le lecteur, le commentateur du livre, et puis il est philosophe en même temps. Hein. Et donc cette conversation avec ce frère, elle introduit la question de l'héritage, là qui est pris dans sa bouche au pied de la lettre, c'est-à-dire quand leur père est mort, il fallait qu'ils acceptent ou non l'héritage. On apprend que l'héroïne est restée un peu dans le vague à ce sujet. Et l'héritage, évidemment, c'est l'héritage moral, l'héritage de mémoire. C'est très vrai, c'est ça. C'est l'héritage, c'est qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qui se transmet de génération en génération, quels sont nos passagers clandestins. C'est-à-dire, on porte tous en nous des boîtes noires, et parfois que l'on ignore. Et il me semble que ce sont les combats impossibles à mener, ceux qu'on mène contre des passagers clandestins qu'on ignore, qui nous viennent probablement des générations d'avant, qui nous viennent de chagrins qui n'ont jamais été prononcés, de hontes qui n'ont pas été formulées, de quelque chose qui est enterré mais qui ressurgit.
Je suis convaincue que les fautes ressurgissent toujours. Tant qu'elles ne sont pas reconnues, qu'elles ne sont pas entendues, que la responsabilité n'est pas assumée, une faute réapparaît. Elle atterrit quelque part. Et elle touche souvent d'ailleurs la personne la plus sensible et la plus empathique de la famille, qui va avoir un sens de la culpabilité très aigu et parfois aveugle, sans s'expliquer pour quelle raison. Peut-être est-ce qu'on peut lire un tout petit paragraphe qui est très court mais tout à fait significatif ici, qui est ce qui va en fait nous conduire à la décision d'écrire ce roman. Il arrive que l'univers nous envoie des signes. Nous pressentons que celui-ci veut nous dire quelque chose, mais le message est brouillé. Nous sommes aux aguets, en proie à une culpabilité inquiète, et nous ne comprenons pas l'essentiel. Ce n'est pas l'univers qui s'adresse à nous, mais une part mystérieuse de nous-mêmes qui s'adresse à lui. Il ne nous interpelle pas, il nous répond. Voilà. Et c'est ce qui va... cette idée va nous rester en tête pendant la lecture et l'écriture du livre. Il y a une scène dont on n'a pas parlé, mais qui a un sens aussi, c'est qu'à un moment, elle fait une séance chez un psychologue et qui lui demande de dessiner son arbre généalogique. Arbre où il manque toute une partie. Personne, voilà, il n'y a que la mère, La mère et la grand-mère. Et vous notez à ce propos une citation de Michel Tournier qui dit que ce qui n'est pas exprimé n'existe pas. Et en fin de compte, est-ce que ce n'est pas tout simplement le projet du roman de faire exister quelque chose qui n'existait pas en moyen de l'exprimer. En cela, le prologue, avant le discours, prend tout son sens. C'est exactement ça. Ce livre, je vous le disais, a pris le pouvoir. C'est-à-dire que quelque chose insistait pour exister. Je pense que je n'aurais pas eu le courage de l'aborder frontalement. Donc je me suis bernée. Je suis passée par action directe, sans savoir pour quelle raison, mais en réalité, mon inconscient le savait parfaitement. Et cette chose devait exister. Il fallait que je dépose cette pierre dans la lumière, qu'elle ne soit pas enfouie, justement. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des choses dans ce prologue et dans ce roman, surtout à la deuxième lecture, qui m'ont incité à le lire presque comme non pas un roman seulement, mais aussi comme un conte. Parce que par exemple, il y a beaucoup de choses qui reviennent, toutes métaphores filées sur les oiseaux, par exemple. Au début, elle rencontre un écrivain qui lui parle de pigeons voyageurs, pigeons qui servent à porter un message, comme chacun sait, mais qui n'ont qu'un seul trajet qu'ils peuvent faire, mais cette destination, c'est la destination réelle. Et le surgissement de la réalité dans un roman qui est finalement normalement un exercice d'invention, est-ce que ça n'est pas justement ce qui le justifie, quoi. Ce qui justifie la littérature, c'est de faire surgir la réalité. Oui, pour moi, c'est faire surgir la vérité. Ce livre était une quête de la vérité. Je ne savais pas laquelle, j'ignorais quelle vérité je cherchais. Mais j'étais tendue vers cet objectif. Et effectivement, il y a la métaphore des oiseaux, les métaphores les oiseaux sont partout, et je m'en suis absolument pas rendu compte en l'écrivant. Pas du tout. Je m'en suis rendu compte à la fin, il est partout. Et ce qui est, je trouve, fou, c'est que je commence avec un oiseau mort, justement. L'oiseau est mort et à la fin, les mésanges s'envolent. Donc on part, et les colombes, etc. Tout est autour de l'oiseau. Mais c'est là où je pense que notre inconscient est plus fort que nous et sait des choses secrètes. Mais que ce soit dans la littérature ou dans la vie. Et quand je vous parlais de passagers clandestins, quand les choses résonnent, des choses créent des émotions en nous, on ne sait pas exactement pour quelle raison,
mais on sent bien qu'on appuie quelque part sur quelque chose de connu, quelque chose d'enfoui, on le sait. Oui, ça se manifeste. Alors, vous passez une grande. La première partie du livre, et qui s'intitule Le crime, et toute la description et la recherche de l'histoire, d'abord de raconter le crime, l'assassinat de Georges Besse, et de nous présenter Action directe, les différents personnages, et aussi de refaire un peu toute l'histoire. Mais ce qui est très intéressant, et ce premier paragraphe qu'on pourrait peut-être lire est tout à fait instructif de ce point de vue-là, c'est que vous ne partez pas comme le romancier omniscient, vous savez, ce que Sartre reprochait tellement à Mauriac de tout savoir sur ces personnages. En fait, vous partez de rien, vous partez en disant « je ne sais rien ». Je comprends rapidement dans quel guêpier je me suis fourrée. Je ne connais rien au mouvement d'extrême gauche, n'ai jamais milité ni participé à la moindre action collective. Tout ce qui relève du groupe m'angoisse et me paraît s'adresser à d'autres, comme si je n'appartenais pas à la société. Je me perds dans les différences entre marxistes, léninistes, trotskistes, maoïstes, et lorsque j'entends des ex-68ards évoquer cette période avec ce mélange de décontraction et d'autorité, leur certitude, leur dogme, j'ai la même sensation qu'avec Yves S. Eux, ils savent, et moi, je ne sais rien. Et, alors, est-ce qu'on peut être, pour le coup, très, très direct? D'abord, il faut dire que si je vous ai fait dire ça, c'est pour une bonne raison, et pour souligner le fait que c'est ce qui rend le roman passionnant. C'est parce que, évidemment, si on savait déjà toute l'histoire, je dirais un peu comme un document ou comme un reportage, etc. Alors que là, on mène l'enquête avec vous, en quelque sorte, et on avance pas à pas, on a des hésitations, on se perd, on se pose des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre toujours, etc. Et donc, ça rend le livre encore plus prenant. Mais là, j'ai deux questions qui sont très simples, mais par lesquelles il faut passer, je crois, pour être clair avec tout le monde. La première, c'est, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'Action directe, qui a officié, si je puis dire, entre 79 et 86 en gros. Et surtout, dans un deuxième temps, qui sont les quatre personnages principaux, enfin les quatre personnes qui vont être arrêtées d'ailleurs dans une ferme au début de 87 et qui sont les organisateurs de cet attentat. Action directe, c'est un groupe de lutte armée, donc d'extrême gauche, qui a sévi entre 1979 et 1986, qui peut évoquer d'une certaine façon des groupes qui ont plus marqué l'histoire européenne, comme les Brigades Rouges en Italie ou la fraction Armée Rouge en Allemagne. Mais c'était un groupe qui était plus isolé, au départ, il devait avoir peut-être 80 membres, entre des membres qui vivaient en semi-légalité et en totale légalité, des militants classiques, et d'autres qui menaient une vie plus clandestine, qui menaient des opérations. C'est un groupe qui pensait être à l'avant-garde de la Révolution et qui a commis, au bout de quelques années, au départ c'était des attentats essentiellement symboliques, devant des représentations de l'impérialisme et du capitalisme, et qui a fini par tuer des gens, dont Georges Besse, le patron de Renault, en novembre 1986. Ils ont été arrêtés en février 1987. À ce moment-là, le groupe s'est réduit. Il y a eu des scissions aussi dans le groupe, mais à ce moment-là, ils ne sont plus que 4 à peu près. Et les 4 qui sont arrêtés sont donc Nathalie Ménigon, Joël Aupron, Jean-Marc Rouillon et Georges Cipriani. Et ces deux femmes particulièrement, puisqu'on sait que ce sont L2, mais on ne sait pas lequel a cédé le fatal, mais ce sont L2 qui ont tiré sur Georges Besse. Il y a
il y a un trouble vis-à-vis d'elles, et notamment quand on voit leurs photos, quand on voit leurs témoignages, c'est qu'elles ont l'air d'avoir une grande part d'innocence. On a l'impression de voir des lycéennes ou de très jeunes femmes, et on se demande comment ont-elles pu commettre un tel attentat avec un tel sang-froid. C'est leur jeunesse, moi, qui m'a frappée sur une photo où j'ai la sensation qu'elles ressemblent à deux lycéennes, alors qu'en réalité, elles sont déjà plus âgées. Et j'ai découvert d'ailleurs une photo où elles sont toutes les deux à côté, dont je parle dans le livre, et où je les décris comme des lycéennes, et où je vois bien que je ne suis absolument pas un témoin impartial, puisque je projette sur elles mes propres émotions, c'est-à-dire que je crois voir dans le visage de Nathalie Ménigon des émotions qui étaient les miennes quand j'étais adolescente, donc tout se mélange. Je ne suis pas très fiable comme détective. Et elle me semble extrêmement jeune et avoir justement des traces d'innocence et joue encore de l'enfance, alors que ensuite j'ai découvert que cette photo, d'ailleurs c'est un montage, elles ne sont pas vraiment l'une à côté de l'autre, c'est des photos qui ont été prises quand elles étaient incarcérées, quand elles étaient en prison, donc elles n'étaient pas si jeunes. Donc, vous voyez, c'est aussi là où le texte est également sur un fil entre une recherche de la vérité et une projection de nos émotions. Et c'est la même chose que lorsqu'on écrit un livre où je fais la moitié du chemin et le lecteur parcourt l'autre moitié et il projette lui-même ses émotions. C'est une rencontre et chacun fait une partie du mouvement émotionnel. Et il y a une autre chose qui nous interpelle tout de suite, évidemment, c'est la question de la responsabilité, de la culpabilité qu'ils peuvent ressentir ou non. Et on s'aperçoit notamment, en ce qui concerne Jean-Marc Rouland, qui est un peu le théoricien, ou en tout cas le chef du groupe, que lui ne semble en tout cas avoir aucun état d'âme. Il est au-delà du doute, il ne doute pas sur le bien fondé de son action, dont on peut dire également, parce que quand il revendique l'attentat, il le signe groupe Pierrot Vernet. Pierrot Vernet, c'est l'héritage de, évidemment, on dit toujours, l'enterrement de Pierrot Vernet, c'est la dernière manifestation de mai 68. Il y a tout un enchaînement comme ça. C'est un maoïste qui s'est fait tuer par un vigile devant Billancourt, et ça a manifesté une grande manifestation, la dernière plus grande manifestation de gauche de ces années, en tout cas. Donc, oui, voilà, cet héritage, est-ce que finalement, ça n'a pas est-ce que ça n'introduit pas dans le livre aussi une part de mythologie? Est-ce que ce groupe d'action directe n'entretient pas une certaine mythologie qui est à côté de la réalité? Est-ce que c'est à côté de la réalité? Je ne sais pas. Il y a une utopie. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'à l'origine, il y a une utopie. Et que je me demande si on peut répondre à la violence autrement qu'à la violence. Il y avait une grande violence sociale à la fin des années 70 en France. Et c'est ça qui m'a intéressé. Il m'a semblé que c'était... Je me suis posé des questions sur l'activisme. Je me pose des questions également aujourd'hui sur l'activisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer les choses sans violence? Est-ce qu'on peut éviter ce glissement-là? Ce glissement vers une violence de plus en plus grande et glaçante. Parce que quand je pense aujourd'hui à la colère est là encore, on la sent. Même si on n'utilise plus les termes de lutte des classes, c'est pareil, quand les mots disparaissent du langage, c'est comme s'ils n'existaient plus. Pourtant, les disparités entre les plus riches et les plus pauvres sont plus grandes que jamais. Et quand je vois cette colère également peut-être de la jeunesse vis-à-vis de l'absence, de la lenteur de la réaction face au réchauffement climatique, je me demande, je veux dire, ça fait des années que le GIEC nous parle de la menace, du réchauffement, des gaz à effet de serre, et les réactions sont maigres, sont trop lentes, sont infimes, finalement, par rapport à l'urgence de la situation. Et je me dis, voilà, est-ce que il y a la tentation de la violence, d'une certaine façon, je la comprends, vous voyez? Et donc, mais c'est ce glissement. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est le glissement, parce que c'est le glissement vers le meurtre, puisque c'était
ils voulaient lutter contre la violence et ils sont ensuite capables de violence. Et c'est le glissement de mon père également. C'est le glissement de Yves S. qui, jusqu'à commettre à mon égard l'irréparable. Donc c'est des choses qui n'ont rien à voir, mais qui, moi, se répondent en moi comme dans un rêve éveillé. C'est des correspondances émotionnelles. Pas des correspondances qu'on pourrait faire dans la vie de tous les jours, mais qu'on peut faire en littérature. D'accord. D'ailleurs, on va les lire tout de suite, si vous voulez bien. Ce sont les pages consacrées, enfin les pages. Il y a une alternance de chapitres consacrés à l'enquête sur Action Directe et des chapitres où la narratrice s'interroge sur son enfance, notamment sur l'histoire de sa famille. Et effectivement, la première chose qui m'interpelle là-dedans, c'est qu'elle est toujours en proie au doute. Elle est en proie au doute par rapport aux témoignages qu'elle récolte sur Action Directe, comme elle est en doute par rapport aux preuves, si j'ose dire. Vous dites d'ailleurs, ce sont des pièces à conviction qui touchent à son enfance, comme par exemple des photos, des albums de photos, des souvenirs ou des choses qu'on lui dit. Et est-ce que quel est le lien, en fait, enfin, y a-t-il un lien entre ce doute sur la valeur des archives de l'enfance et celle de l'histoire, finalement? Parce que souvent, vous, par exemple, vous interrogez des gens, vous notez, alors c'est amusant, parce que souvent vous expliquez que vous prenez des notes, et puis non, vous ne les prenez pas parce que ça empêche les gens de parler, donc vous les retranscrivez après, mais finalement, vous êtes persuadé que vous avez oublié la moitié des choses, ou très sûr. Mais en fait, c'était aussi un livre sur, justement, sur le doute, sur nos fragilités, sur le fait qu'on avance dans le noir, qu'on ne sait pas. Ça me plaît. Je suis terrifiée par les êtres péremptoires qui semblent toujours tout savoir. Ça me sidère, en réalité. Et moi, je préfère dire que je ne sais pas et que je me trompe. Parce qu'on a des éclats de lumière à certains instants, on comprend des choses, et puis à d'autres, on est dans l'obscurité. Et puis, effectivement, je suis une espion timide et maladroit. Voilà. Et je voulais l'assumer, je voulais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et à la fois, c'est vrai que m'attaquer à ce sujet, alors que, à l'origine, je n'ai aucune culture de l'extrême gauche, je me dis, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je suis à grosses gouttes. Je me dis, et pourtant, je ne pouvais pas lâcher. Je l'ai quand même fait, mais je l'ai fait avec cette... Et je le lisais dans le paragraphe tout à l'heure. Effectivement, vous voyez ces ex-68ards qui sont extrêmement sûrs d'eux, qui nous expliquent un peu les choses, qui comprennent la vie, qui comprennent le monde. Souvent des hommes, d'ailleurs. Et moi, je suis là, je sais pas, quoi. Pour ce qui est on peut peut-être dire pour guider les gens, pour ce qui est de l'enfance de la narratrice, il y a quelque chose qui est... enfin, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'elle a une vie clandestine? Parce qu'elle pense être née à un endroit alors qu'elle est née à un autre, parce qu'elle n'a pas de souvenirs d'enfance, ou qu'elle a des souvenirs d'enfance très incomplets, qu'elle a un doute sur l'identité de ses parents. Oui, en réalité, je suis un espion, comme un espion avec une légende. Vous savez, les légendes qui s'inventent en faisant semblant d'avoir une autre vie. Moi, je suis née en Italie. Ma mère est tombée enceinte d'un homme marié. Il était très jeune, elle avait 20 ans. Lui aussi était très jeune, mais il était déjà marié. Donc, elle est rentrée à la maison. Il l'a quittée quand elle était enceinte de 6 mois, 2 mois. Elle est rentrée chez ses parents. Donc, j'étais l'enfant de la honte. Dans les années 70, en Italie, le divorce n'était pas encore autorisé. Donc je suis née là, et quelques années plus tard, enfin quand j'avais 3 ans, elle a rencontré Yves S. Et du jour au lendemain, on a déménagé, ma mère et moi, on est allés s'installer en Suisse. On m'a changé de langue, c'est-à-dire que je parlais plus italien, mais il fallait parler français. On m'a dit, ce monsieur est ton papa. Et voilà, et tout a été effacé. Et j'étais donc un espion avec une légende, sauf que j'étais la seule personne qui ignorait ma légende.
Et cette mémoire fuyante de l'enfance, d'ailleurs, elle nous est présentée par une expression qui revient de chapitre en chapitre, enfin de début de chapitre en début de chapitre, un peu à la manière de Pérec, c'est je me souviens ou alors je ne me souviens pas. Et ça revient sans cesse. Et d'ailleurs, à propos de Pérec, j'ai noté une autre chose, c'est que à propos de vos toutes premières années, les 3 premières années qui se passent en Italie, vous n'avez plus de souvenirs de vos parents, mais par contre, vous vous souvenez de quoi? Des objets, vous vous souvenez des choses. Et c'est comme les choses de Pérec, vous savez, le premier roman de Georges Perec où il décrit la vie d'un couple à travers les objets qu'il fait. Et pourquoi est-ce que j'ai ça? Oui, voilà, parce que je me suis dit, mais finalement, l'écriture littéraire, c'est comme une maison hantée. C'est exactement ça. Oui, c'est une maison hantée. Et j'étais moi-même une maison hantée. Il y avait quelque chose qui... Les fantômes ont pris la main. Vraiment. Alors, d'ailleurs, vous dites à un moment, vit-on avec ses parents, comment est-ce que les fantômes ont pris la main? Vous vous demandez qui sont vos parents, comment vivre avec eux, comment on peut vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. Et je me suis demandé, mais cette personne qui vit une vie clandestine, est-ce qu'elle n'est pas elle-même dans l'histoire de sa famille, dans l'histoire que vous nous avez racontée des années 70, une passagère clandestine? Oui, complètement, complètement. Et puis la littérature, c'est le lieu des passagers clandestins. Je suis toujours à la marge. Et à la recherche d'un autre, je suis toujours un peu à côté. Et ce livre-là, finalement, raconte ma vie clandestine, qui est la mienne depuis toujours et que je perpétue à l'âge adulte dans la littérature. Ce premier grande partie donc, qui nous expose le crime, etc., va se poursuivre par une partie très importante également qui s'appelle la vraie vie. La vraie vie, c'est une expression que quelqu'un un peu difficile, vous interrogez au téléphone, enfin c'est une expression qui vous interpelle, parce que vous parlez ça à propos de quelqu'un qui l'a connu, qui a été assassiné. Et vous citez également de Jean-Marc Rougnant, parce que quand il était en prison, il a écrit un livre, il en a écrit d'autres depuis, qui s'appelle Infinitif présent. Et dans ce livre, il cite, et vous le notez à votre tour, enfin vous le soulignez à votre tour, quelques vers d'Aragon. Et ces vers nous disent « Toute mémoire est une eau trouble, que voulez-vous que l'on y voie, si lentement que l'on s'y noie ?» Alors là, il y a 2 choses qui m'intriguent. D'abord, cette histoire de mémoire, d'eau trouble, peut se comprendre. Mais surtout, alors je ne sais pas si ça vient de Rougnant ou vous avez compris, mais il manque le dernier vers. Et le dernier vers est très significatif parce que, voilà, c'est dans Les Adieux, le dernier recueil d'Aragon. Donc si on met le tout ensemble, c'est toute mémoire est une eau trouble, que voulez-vous que l'on y voie, si lentement que l'on s'y noie, rien ne sert, jouer qui tout double. Incroyable. Mais bien sûr. Stupéfiant, ça et le Milan noir, là. Scotché. Bon, bah, je pensais que ça s'était retiré intentionnellement pour pas du tout nous entraîner. Bon, alors. Vous voyez mon inculture et ornithologique et en arabe. C'est moche. Alors, qu'est-ce que j'avais noté aussi sur la Ah oui, parce qu'il y a tout un vocabulaire aussi justement de la clandestinité et
j'allais dire presque du banditisme, parce que vous dites à propos de vos parents et votre famille, nous vivions comme en vacances, nous étions toujours en cavale, parce qu'ils chantent beaucoup. La légende, la nouvelle identité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et vous terminez finalement ce grand passage en disant, mais finalement, cette famille telle que je la décris là, c'était une bombe à retardement qui allait exploser 10 ans plus tard. Alors, bon, évidemment, le fait que votre père ait commis un attentat, le fait qu'il y ait cette bombe à retardement qui va exploser, n'a pu que, j'imagine, frapper votre imagination par rapport à l'histoire du groupe, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'identification de l'auteur avec l'histoire du groupe terroriste, mais il y a quand même des similitudes, ne serait-ce que de vocabulaire, de situation. Ça a créé, je parlais tout à l'heure des associations d'idées qui sont celles de l'ordre du rêve et de la littérature, et qui, dans le réel, les choses n'ont absolument rien à voir. D'un côté, on a un groupe d'extrême gauche, de l'autre côté, on a mon père, Yves S., mon père adoptif, qui, lui, représente l'autre versant des années 80. Celui de l'individualisme forcené, de la réussite, de la course au fric, de quelque chose. Il admirait Bernard Tapie, par exemple. Voilà, ce genre de jeu. Donc, c'est de l'ordre de l'incomparable. Mais il y a, ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être une mythologie, un attrait de la clandestinité, un attrait pour l'ombre et pour la marge que je retrouve chez Yves S. Son rêve était d'être agent secret. Il voulait être une éminence grise. Il avait travaillé et fait des affaires en Afrique pendant les années de la France-Afrique qui restent encore aujourd'hui très mystérieuses. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se répond. Sans révéler ce qui va se passer dans la partie suivante, c'est une famille qui connaît des hauts et des bas extrêmement grands, et notamment à cause de ce qu'on apprend sur le père, et puis la mère qui disparaît aussi à un moment. Vous découvrirez tout ça en le lisant. À propos du roman, du travail du roman, des réflexions qu'on trouve sur le roman, d'autres choses m'ont frappé dans ce passage, notamment le fait que plus elle avance, moins ses idées pour juger la situation du groupe, etc., sont claires. Enfin, plus elle en sait, plus il est difficile de juger. C'est souvent le cas en littérature. Et vous dites d'ailleurs, personne ne ment, le spectre, c'est-à-dire la mémoire, a juste pris la main. Le spectre a pris la main. Et enfin, on revient à cette histoire de maison, enfin d'appartement, parce que tous les dégâts domestiques dont on parlait au début, à un moment, vous avez une crainte que tout s'effondre. Et en fait, la crainte de l'effondrement de l'appartement s'accompagne de la crainte de l'effondrement du roman. Les deux sont... L'effondrement personnel aussi. C'est ça, c'est que je m'approche d'une vérité dangereuse, d'un souvenir qui est dans cette boîte noire. Et j'y vais à travers Action Directe, je vais à cet endroit-là et je me rends bien compte que j'y fonce tête baissée. Et par ailleurs, en m'approchant des membres d'Action Directe, je vois aussi que mon intention, qui était celle de créer une frontière nette entre le bien et le mal, est impossible, que les choses sont forcément plus complexes, qu'il y a de l'ombre et qu'il y a de la lumière en tout être, et que rien n'est simple, c'est beaucoup plus inconfortable. Ce serait tellement plus facile de mettre d'un côté le mal et de l'autre côté le bien. Par ailleurs, j'ai peur de blesser ma famille, parce que je me rends bien compte que j'avance et que je révèle de plus en plus de choses qui n'appartiennent pas qu'à moi, qui appartiennent à ma famille. J'ai peur de blesser les victimes, les familles de victimes,
c'est la famille de Georges Besse par exemple, mais d'autres, les familles de policiers, etc. Et puis j'ai peur également de trahir la parole de ces gens que je rencontre et qui acceptent de me parler et qui me font cette confiance-là. Donc j'ai la sensation que tout va sauter, va y avoir un effondrement général. Et le livre va s'effondrer, et moi avec. Vous notez d'ailleurs ce propos, enfin, c'est un mot qu'on trouve dans la bouche d'un des théories, je crois, c'est vivre, cela n'est possible qu'à la marge, comme on disait tout à l'heure, là où l'on invente sa loi. Ça, c'est moi qui le dis. Ah, c'est bon, pas très bien. Et alors, c'est quelque chose qui peut se comprendre pour l'activité littéraire, par exemple, aussi pour l'écriture, mais est-ce que ça n'implique pas une certaine position, enfin, de construire une éthique personnelle qui soit compatible avec la loi commune, notamment le fait de C'est la question. Et ne pas tuer, par exemple. Ne pas tuer, absolument, mais c'est la vraie question. C'est justement, c'est-à-dire de contrer une loi, qui est la loi étatique, qui serait injuste et abusive d'un pouvoir corrompu, et soi-même, finalement, se retrouver à franchir la limite de l'injustifiable. Mais vivre à la marge, là où on peut inventer sa loi, c'est également une phrase qui caractérise mon père, qui lui se permet d'inventer sa loi et de transgresser. C'est aussi l'attrait de la transgression. À propos du père, d'ailleurs, de la révélation de son crime, vous dites, c'est une porte dérobée au fond de moi. Une porte dérobée au fond de moi, parce qu'évidemment, dans ce livre, il y a aussi beaucoup de liens avec des livres précédents où les choses sont dites peut-être plus allusivement, par exemple ça. Une porte dérobée, en plus, le mot dérobé nous interpelle un peu quand même, quoi, parce qu'il a un double sens, évidemment. Et vous dites en conclusion, il ne reste rien, tout a disparu, sauf le chagrin. C'est aussi quand j'évoque le fait de comment vit-on avec les dettes que la vie a contractées à notre égard, c'est-à-dire et que personne ne nous rembourse jamais. Quand les actes pour lesquels on ne nous demande pas pardon, et il ne reste rien sauf la blessure, aucune trace, il faut vivre avec ça. Comment fait-on? C'est la question de ce livre également. Si on a 5 minutes, là on n'est pas trop en retard. Voilà. J'avais noté un passage où on aura le temps, voilà, et qui interroge aussi cette question du parmi oui, c'est À ma connaissance, Jean-Marc Rouillant, Joël Aubron et Nathalie Minigot n'ont jamais émis de regrets. Ils n'ont pas non plus demandé pardon aux familles des victimes. Le regret est un sujet sensible dans les milieux de la lutte armée. Il en est de même du doute, du remords, de tout ce qui concerne le questionnement. Le regret traîne l'ombre du désaveu, le reniement de ce que l'on fut, d'une jeunesse, d'un idéal, mais surtout de ceux qui luttent encore et n'ont renoncé à rien. C'est là, sans doute, le tragique du mouvement. Il ne s'agit pas que de soi. Quand on bouge intérieurement, on affaiblit ceux qui restent et continuent de maintenir de leur maigre force ce château de cartes qu'est l'utopie de la Révolution. D'une façon ou d'une autre, il y a trahison, quelque chose se déchire. Et puis, comment demander pardon quand l'État, de son côté, refuse d'envisager ses responsabilités? Le pouvoir serait exempt de crimes, de violences. Il ne s'interroge pas. Et cet effondrement dont on parlait tout à l'heure, ces interrogations d'ordre finalement
politiques ou philosophiques, vont conduire à cette dernière, enfin avant-dernière superbe partie qui s'appelle face à face. C'est-à-dire que la narratrice comprend que si elle veut sauver quelque chose, il faut faire face, enfin, il faut se mettre face à face à une réalité qui est soit la réalité des survivants, soit la réalité de son père, même s'il est mort depuis une dizaine d'années, de parler avec sa mère, etc. Et vous dites également à ce sujet que dans cette histoire et en littérature, tout est affaire de mots de passe. Alors, quels sont les mots de passe, si je puis dire, les moyens sans tout révéler bien sûr, de réaliser ce face-à-face avec soi-même. Le face-à-face avec moi-même est passé en réalité par le face-à-face avec les membres d'Action Directe. C'est quelque chose s'est joué là que j'avais pas pu jouer avec mon père Yves S. Oui, bien sûr. J'ai rencontré Eliette Bess qui tient la bibliothèque anarchiste de Ménilmontant et qui a accompagné Action Directe pendant toutes ces années et qui, elle, était résolument du côté de la vie, elle était contre les exécutions, ce qui a simplifié ma relation à elle, qui était parce qu'il n'y avait pas ce lieu, cette chose que je ne peux pas comprendre, que je ne pourrai jamais comprendre. Et elle a été d'une grande générosité, il s'est passé quelque chose, et elle m'a ouvert. Progressivement, nous avons discuté, et au bout d'un moment, on ne parlait plus du tout d'Action Directe, on se mettait sur son lit, on regardait les oiseaux, et on parlait de la vie. Donc j'avais la sensation qu'on rebrodait quelque chose à l'intérieur de moi, qu'il y avait une réparation qui se passait de cette étrange façon, dans cette étrange odyssée, et cette rencontre avec cette femme. Et c'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer la plupart des membres d'Action Directe, parce qu'elle m'a mis en contact avec eux, et sans elle, ça ne serait jamais arrivé. Il faut dire que c'est un personnage vraiment absolument extraordinaire, hein, formidable. Et quand vous aurez lu le livre, je vous invite à acheter un petit coup d'œil sur YouTube, parce qu'on trouve une interview d'elle dans sa librairie, et enfin, vous verrez que c'est un personnage incroyable. Et enfin, là je passe vraiment très rapidement parce que je me dirige doucement vers la sortie, vers la toute dernière partie qui s'appelle Fin de cavale, titre d'ailleurs qui m'évoque une partie de Beckett qui est une pièce à 4 personnages. Vous en avez touché 2 mots tout à l'heure, mais je voulais revenir sur cette métaphore filée des oiseaux, puisqu'on a commencé par un oiseau mort, empaillé. Il y a au cours du roman cette histoire de pigeon voyageur. Il y a la mère de l'héroïne qui dessine des oiseaux dans son album de photos de mariage. Enfin bon, il y a tout un tas d'oiseaux. Et finalement, à la fin, avec Eliette, vous regardez des anges, des oiseaux, pour le coup, bien vivants. Et d'une certaine façon, je me suis dit, mais ce roman, en fin de compte, si on voulait le résumer d'une phrase, c'est l'histoire d'une fille qui est un oiseau mort et qui va devenir un oiseau vivant, d'autant plus que l'ultime scène de réconciliation, on peut dire, se passe dans un cimetière qui est pas loin d'ici, dans une ville qui s'appelle Colombe, la colombe qui est l'oiseau de L'oiseau qui annonce la fin du déluge. Alors, mon livre démarre par le déluge dans mon appartement. Ouais. Et c'est beau ce que vous avez dit sur une fille qui a un oiseau mort et qui se transforme en oiseau. Ça me plaît énormément, je trouve que c'est très bien résumé. D'accord. Alors, en forme de conclusion, je vais revenir au tout début,
arrêter, parce que là encore, quelque chose de très important dans les romans, c'est l'incipit. L'incipit, c'est la première phrase. Donc, je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure. Ménager. Et l'incipit de votre roman, c'est « Je ne sais plus comment cela a commencé ». Alors, je ne sais plus comment ça a commencé. Ça vous évoque probablement un autre incipit célèbre, qui est celui du voyage au bout de la nuit de Céline. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et finalement, vu la fin du livre qui se passe au cimetière de Colombes, etc., je me demande si vous n'avez pas écrit un voyage au bout du jour. Protestation à émettre, on peut peut-être se tourner vers nos nombreux amis pour voir qui aurait des questions, des interventions. Moi, je n'ai pas une question, mais par rapport aux mésanges, ça peut s'écrire aussi en deux mots. Mésanges. C'est que d'esprit ce soir. Que d'éclairage. Parce que vous avez, ne le disent pas, mais vous avez des femmes. Ouais, c'est La tête me connaît, oui. Merveilleuse amie. Quelqu'un veut dire quelque chose? Allez-y, si vous avez déjà vu Si, moi j'ai quelque chose. Alors, j'ai bien aimé le livre, mais il m'a éclairé. Parce que je ne comprenais pas comment vous faisiez le rapport entre cette histoire d'action directe et votre propre vie à vous. J'arrivais pas à faire le lien. Je n'arrivais pas à comprendre. Vous ne voyez pas les échos en Non. Et là, vous m'avez dit que c'était la correspondance émotionnelle. Alors moi, je suis pas assez rentrée dans l'émotionnel souvent. Et j'arrivais pas. Ouais, je comprends. J'arrivais pas à vous saisir comment vous passez d'un truc. Oui, mais c'est Aussi la question du pardon. Je dirais que le cœur des choses, c'est le fait que les membres d'Action Directe n'ont jamais demandé pardon et que mon père ne m'a jamais demandé pardon et que j'avais besoin d'avoir en face de moi un homme qui reconnaisse l'existence de la souffrance qu'il avait causée, quelles que soient ses motivations. Donc je crois que c'est vraiment une histoire autour de ça, autour de la recherche du pardon. Mais je peux comprendre qu'on puisse passer à côté. Oui, j'ai bloqué là-dessus. Mais ça n'est pas. Alors, moi, je pense que c'est plutôt un état d'esprit, en fait. Parce que quand on est dans l'état du livre, évidemment, quand on est dans l'état d'esprit et dans la façon de penser qu'on dans cet émotionnel-là, c'est bourré d'illusions à ça, ce livre. On ne peut pas ne pas comprendre, c'est pour ça que j'étais un peu étonnée d'entendre ça. Ah oui, c'est bon, Tout est arraché. Ah, Oui, non, mais c'est pas un problème. Chacun son schéma, chacun Oui, son schéma. c'est ce que j'explique. C'est ce que je tente d'expliquer. Ça dépend de son schéma émotionnel, en fait. Et en fait, oui, dans ce livre, c'est que ça, et on se dit, oui, ça devait passer par ce déclencheur-là, cet hasard qui a fait qu'il a écouté cette émission et qui a fait avancer l'histoire. D'ailleurs, Fabrice Drouet, donc le présentateur de l'émission Affaires sensibles, il faut absolument que je le rappelle, il a téléphoné chez Gallimard et moi absolument que je le rappelle. Mais justement, on a déjà dû vous poser la question, mais est-ce que vous avez eu des réactions après la publication du livre, évidemment, que je vous dis j'imagine, des anciens membres d'Action Directe, des gens même de... Ça leur va. J'avais peur de toutes les réactions, ça leur va. Et ma famille aussi, ça lui va. J'ai un ami là, qui n'est pas là ce soir, mais qui a lu le livre aussi, et alors qui s'est demandé, donc je vous transmets sa question, pourquoi est-ce que... alors, peut-être est-ce que vous l'avez fait, ça n'est pas dit, mais pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur les deux filles, et pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas apparemment à rencontrer Jean-Marc Rouve? Alors déjà, je pense que je tourne beaucoup autour des femmes dans mon travail.
je sais pas, c'est là où ça résonne, où ça ouvre quelque chose en moi. Donc c'était bien sûr, oui. Donc j'avais besoin, c'était elle qui m'intéressait, sans, comment dire, pas forcément d'une façon rationnelle, mais j'allais naturellement vers elle. Et puis Jean-Marc Louillan, lui, il parle. Il a écrit beaucoup de livres. Il parle, il est présent, il a un avis qui me semble assez tranché. Peut-être qu'il l'est moins dans le privé, mais ce qui m'intéressait, c'était les plans. Comme les blancs de ma propre vie, c'est les endroits, les gens qu'on n'entend pas, qu'est-ce que ça cache, les gens qui... J'imaginais que les êtres qui parlaient peu étaient peut-être des êtres qui étaient comme moi, des êtres qui doutaient. Donc, naturellement, je suis allée plutôt chercher cette parole-là qui n'était pas entendue. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est pas une révélation que je fais, mais vous avez rencontré Nathalie Ménigon, celle qui a raconté dans la famille. Et ce qui est très frappant, c'est que, évidemment, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer en réalité. Est-ce qu'elle est devenue après plus de 20 ans ou 30 ans de prison, et ce qui est très troublant, évidemment, et très juste en même temps, ce qui vous frappe, c'est sa fragilité, son humanité, sa sensibilité. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un lieu confortable. Voilà, c'était l'ex-ennemi public numéro 1, et quand je la rencontre, elle est effectivement d'une grande douceur. Voilà. Et exactement, et que les choses sont complexes, et comme moi, j'étais perdue dans l'écriture de ce livre, la seule chose qui importait, c'était la vérité. Donc, voilà, il fallait retranscrire ça aussi, qui était cette... Après, il y a aussi ce que moi, je projette sur elle. Je veux dire, j'ai eu la sensation de percevoir une grande émotion quand elle repensait aux actes commis, mais elle n'aimait aucun remords. Donc, voilà, il y a aussi ce que moi, peut-être je plaque de ma propre émotion sur sa propre émotion. Et comme ensuite le lecteur va plaquer sa propre émotion sur ce que moi j'ai écrit. Voilà, il y a tout un chemin qui se fait. Quand on a vécu à peu près cette époque, plus on est à peu près contemporain, j'ai regardé. Quand on lit les livres, évidemment, on est replongé dans des tas de choses qu'on a connues et qui ne sont pas forcément liées à l'affaire, mais aussi un peu, parce que par exemple, je me souviens très bien avoir lu le lendemain dans Libération de l'assassinat de Georges Bess, le grand article justement sur cette affaire, et sur quelque chose d'ailleurs que je n'ai pas retrouvé dans le livre. Là je fais une petite parenthèse, c'est que dans leur tract, je pense que c'est Romain qui doit l'écrire, il appelle toujours Georges Bess la brute Bess. Et là, c'est pas repris dans le... Je dis juste la brute. Je dis oui qu'il est... Parce que ce qui me trouble, c'est qu'il n'y a plus d'individu, il n'y a que du symbole. Il y a un camarade qui tue la brute. Donc, et pour moi, quelqu'un tient une arme et quelqu'un meurt. On ne peut pas prétendre que ça n'existe pas. La personne qui a tiré vivra ensuite avec cela. Et quelqu'un est mort. Et ce n'est pas juste un symbole. Et on retrouve également toute l'atmosphère un peu de ces années, des années 80, aussi bien par des anecdotes qui tiennent à l'actualité. Vous parlez de Bernard Tapie, le style Bernard Tapie, comme on disait à l'époque, ou même des chansons, puisqu'il y a par exemple un membre d'un groupe qui a une aventure avec une des filles quand ils sont au lycée, etc. Enfin bon, on retrouve beaucoup de choses. C'est à la fois très étrange comme livre, il est étranger, puis peu de gens parmi nous sont d'action directe. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses sur les livres.
voudrais rajouter d'autres choses où on s'arrête là et on garde un peu de temps pour des dédicaces, si vous voulez. Bon, bah, voilà, donc si vous voulez vos dédicaces